Voilà, tout le monde m'entend? Donc bienvenue à toutes et à tous. Alors avant de commencer, vraiment, quelques petites informations de service. N'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en sortant de la salle. Et alors afin de ne pas déranger notre conférencier, essayez de ne pas utiliser, de faire de photos au flash. Donc vous pouvez faire des photos, mais sans flash, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, on est vraiment content évidemment d'être tous là aujourd'hui. Nous sommes le 3 novembre 2016 et il y a quelques jours, plusieurs parmi vous m'ont fait remarquer que le 3 novembre, ça ne s'invente pas, c'est la Saint-Hubert. Je pense en fait que ce 3 novembre, ce sera surtout en ce qui me concerne la Saint-François, la Saint-Jérôme, la Saint-Sylvie, la Saint-Pierre, la Saint-Christophe, la Saint-Joël et même au vu des autorités présentes, la Saint-Michel et la Saint-Calogero. En fait, ce 3 novembre, c'est un peu une Toussaint 2.0, mais en bien plus sympa. Bon, plus sérieusement, c'est un curieux exercice auquel je dois me prêter. Je dois vous présenter celui qu'on ne présente plus. Je dois vous présenter une personne dont le seul nom a suffi à déclencher sur les serveurs de Lumons une incroyable hystérie positive, à tel point que je n'ose même plus prononcer ton nom. Il est vrai que ça fait 20 ans que nous organisons au sein de l'université des conférences d'astronomie, et jamais nous n'avions vu cela. Nous avons ouvert les inscriptions en ligne le 17 octobre à 20h, et le 17 octobre à 20h10, le compteur indiquait déjà 300 réservations. Alors bon, il n'est peut-être pas utile que je vous présente cette merveilleuse personne. De toute façon, si vous ne le connaissiez pas, vous ne seriez probablement pas là. Allez, jetez tout de même un coup d'œil à sa biographie. Vous comprendrez rapidement qu'au-delà de l'immense vulgarisateur, poète, philosophe et humaniste, se cache aussi un astrophysicien de très haut niveau à la carrière impressionnante, qui est rencontré parmi les plus grands physiciens du XXe siècle. Hubert Reeves a rencontré et travaillé avec Gamow, Feynman, Fred Hoyle. Nous pourrions lister ses publications, ses films, ses prix, mais nous ne le ferons pas. En fait, je pense que chacun de nous pourrait raconter sa rencontre avec Hubert Reeves. Personnellement, je devais avoir pas loin de 14 ans. 2 enseignants d'exception m'avaient sensibilisé au passage de la comète de Halley, comète que je n'ai jamais vue. Mais voilà, cet astre évanescent et surtout la façon dont on m'en avait parlé avait allumé chez moi une passion dévorante. Il fallait que j'en sache plus, que j'en comprenne, que j'apprenne aux autres. Donc direction à la bibliothèque provinciale, rayon sciences. Ce fut ma première incursion dans ce rayon où j'ai probablement un peu trop mijoté. Et voilà enfin le rayon astrophysique. Et voici un bouquin qui a l'air pas mal du tout. J'ai déjà entendu parler de son auteur, il paraît que c'est un type bien. Alors je lis le titre, Patience dans l'azur, l'évolution cosmique. Tout un programme, je prends, et c'est à cet instant précis que mon destin personnel a, je pense, basculé. Puis j'ai grandi, et à l'école, en géo, on nous a demandé de choisir un livre écrit par un grand humaniste et de le raconter. Alors on pouvait choisir entre Claude Lévi-Strauss, Albert Jacquard et Hubert Reeves. Alors j'ai choisi encore un livre écrit par ce monsieur qui est là. Le bouquin, c'était L'heure de s'enivrer. Jamais je n'avais lu un livre comme celui-là. Jamais. On y parlait certes d'univers, de sa structure, de ses mystères, de son histoire, mais pour la première fois, j'entrevoyais le lien entre son histoire et l'histoire des hommes. Et tous les paradoxes de notre monde y étaient déjà décrits. Quand la complexité mène à Mozart ou à Hitler. Alors de l'astrophysique à la métaphysique, de l'extraordinaire immensité à l'immensité de l'ordinaire. Et puis vint Malicorne, réflexion d'un observateur sur la nature. Hubert Reeves va encore plus loin dans son questionnement entre science, beauté, mystère, conscience, un régal jubilatoire, le tout servi par une plume à nul autre pareil. Et nous pourrions continuer. Nous pourrions aussi rappeler, en passant, que c'est à lui que l'on doit la merveilleuse tradition de la nuit des étoiles, que l'on connaît aussi bien chez nous. Sa réflexion l'a depuis conduit à s'engager activement dans la défense de l'environnement. Il préside Humanité et Biodiversité. Mais en ce 3 novembre 2016, Hubert Reeves est là. Et sa présence, le temps qu'il nous concède, ces instants de partage qu'il nous offre, sont autant de cadeaux d'une valeur inestimable. Ce moment tant attendu, espéré, rêvé, est enfin là. Hubert, tu as la parole et ne sois pas pressé de nous la rendre. Mais c'est bien parce que c'est la Saint-Hubert aujourd'hui.
Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et encore merci, enivrez-vous. Est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière, levez la main s'il vous plaît dans la dernière rangée. Merci. Parce qu'un jour comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Les gens m'ont dit, on n'entendait rien. Alors, moi, je ne peux pas réagir à cela. Je vous fais confiance. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe dans la voix, vous levez les deux mains, vous dites, on n'entend rien. Autrement, vous comprenez, on perd son temps, évidemment. Donc, c'est une entente avec vous. Je vous fais confiance. Le moindrement qu'il y a des problèmes, vous n'êtes pas timide, vous réagissez rapidement. Alors, ce soir, on va parler de deux éléments qui nous importent. L'univers et nous. Nous, chacun d'entre nous. Ce que je voudrais faire, c'est d'essayer de présenter une espèce de moyen de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on est assailli d'informations contradictoires. On a tous les jours à la télévision, dans les journaux, des mauvaises nouvelles, des catastrophes, ci et ça, la crise écologique, l'environnement, tout ça. Mais en même temps, les scientifiques nous racontent des choses magnifiques sur l'univers, sur la beauté de l'univers, sur sa complexité. On n'arrive pas à comprendre où ça se place. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de séparer les deux et de vous raconter deux histoires différentes. Une histoire que j'appelle la belle histoire, une seconde histoire que j'appelle la moins belle histoire. Et en essayant de les coordonner, on va arriver à tirer des conclusions intéressantes, je pense. Donc, au départ, nous avons deux histoires. Est-ce que ça marche? Non. Est-ce que je peux avoir l'aide de mes collaborateurs qui peuvent nous dire pourquoi je n'arrive pas à voir? Attendez. Ah, ça devrait être bon. Le titre de cette conférence, je l'ai pris d'un vers d'un poète allemand qui s'appelle Hölderlin et qui écrivait, mais il y a longtemps, 1820, la chose suivante. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Il y a les deux messages en même temps. Il y a le péril, nous le savons. Il est croissant, le péril. Mais aussi, en même temps qu'il y a le péril, il y a ce qui sauve qui apparaît. Il y a des restaurations, des événements qui se passent et qui valent la peine d'être connus. Et c'est fondamental pour ne pas désespérer. Parce que quand on dit c'est foutu, c'est foutu. Aussi longtemps qu'on cesse de dire c'est foutu, qu'on se dit il y a un avenir, il y a des possibilités, ça, il y a encore de l'espoir. C'est un peu les deux messages qu'il faut donner. D'une part, il faut dire exactement ce qui se passe, il ne faut pas se cacher la vérité, les détériorations qui sont croissantes, mais aussi la restauration qui est croissante avec une très grande énergie. Alors, c'est un peu ce que je vais essayer de faire, de montrer les deux aspects et vous en tirez vos propres conclusions. Et comme je vous ai dit, je vous raconte le monde en deux histoires, une belle histoire et une moins belle histoire qu'il faut essayer de faire converger. La belle histoire, c'est comment nous sommes arrivés ici. Comment chacun d'entre nous, nous sommes une personne humaine. Quels sont les événements qui se sont passés dans le passé de l'univers, dans les étoiles, dans les galaxies, dans les planètes, et qui ont comme résultat que nous existons avec notre intelligence, notre gros cerveau. Ça, c'est la belle histoire. C'est une histoire magnifique. Il ne faut pas la nier. Il faut dire, nous sommes des merveilles. Les êtres humains sont des merveilles. Le corps humain est une merveille fantastique. Ça va toujours bien? Vous entendez toujours? Jusqu'à l'arrière? Très bien. Alors, je commence par vous raconter la belle histoire.
La belle histoire, elle commence il y a longtemps. Elle a 14 milliards d'années. La belle histoire, elle commence de la façon suivante. Nous ne la connaissons, elle a 14 milliards d'années, mais c'est assez récent que nous, les êtres humains, la connaissons. Elle a été découverte, l'existence de cette belle histoire, au début du 20e siècle, quand on a commencé à fabriquer des gros télescopes. Et qu'en particulier, un astronome américain, il n'est pas seul, mais je cite son nom parce que c'est le plus important, qui s'appelle Hubble, avec son télescope, observe les galaxies. Vous voyez, c'est un instrument important, il est là à son télescope en train d'observer, et c'est lui qui va nous annoncer 2 nouvelles d'une très grande importance. Qu'est-ce qu'il fait, Hubble? Il observe les galaxies. Les galaxies, si vous n'êtes pas familier, voilà, vous la retrouvez maintenant dans la publicité un peu partout, c'est la galaxie d'Andromède. C'est un ensemble d'étoiles. Ça contient à peu près 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. 100 milliards d'étoiles comme le Soleil, ça fait la galaxie, un système qui est en rotation, gigantesque système qui est en rotation. Hubble observe les galaxies parce qu'il a un instrument qui est capable de le faire. Et avec cela, il va nous apprendre, premièrement, la dimension gigantesque de notre univers. On a vécu longtemps dans l'idée que l'univers, c'était pas très grand. Pendant longtemps, les humains, quand ils n'avaient pas de télescope, il y avait la Lune, le Soleil, les étoiles, la Terre, mais les étoiles, on ne savait pas où c'était. Est-ce qu'elles sont loin, est-ce qu'elles sont proches? C'est resté un univers assez petit. Aujourd'hui, grâce à Hubble, nous avons découvert que notre univers est gigantesque. Notre univers, il est fait de galaxies. C'est un peu des briques. Les galaxies, il y en a beaucoup. On en dénombre, on peut en voir avec les télescopes 100 milliards. 100 milliards de galaxies contenant chacune 100 milliards, c'est des chiffres approximatifs, d'étoiles. Ça vous donne une idée de cette dimension absolument gigantesque dans notre galaxie. Et là, je vais vous montrer un document qui est un document important qui va vous montrer de quoi ça a l'air l'univers quand on le regarde aux plus grandes échelles possibles. L'univers, c'est beaucoup, beaucoup de galaxies. Et vous allez voir une photo qui va vous illustrer ce que nos télescopes nous montrent. Ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez dans cette photo, tous les petits points lumineux sont des galaxies. Il y en a, comme je vous ai dit, 100 milliards. Ça, c'est ce qu'on peut voir, ce que nos instruments nous permettent de voir. Mais nos instruments ont leurs limites aussi, ils ont leur horizon. On peut dire que c'est comme quand vous regardez au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, mais vous n'en concluez pas qu'il n'y en a pas au-delà. Vous savez bien que si vous ne les voyez pas, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. Donc l'univers, quelle est sa dimension? Il est peut-être infini. Ça, c'est une vieille question que les Grecs se demandaient déjà. L'univers est-il infini? Être infini, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le nombre de galaxies est infini, que les 100 milliards que l'on voit ne sont peut-être qu'une toute petite partie, qu'il est peut-être beaucoup plus grand. Ça reste une question qui se pose. Il y a des indications que oui, mais ce n'est pas sûr. Mais enfin, c'est au moins 100 milliards de galaxies. Donc, première information que Hubble nous a appris, il a fait éclater les dimensions de notre univers. Mais il a fait une autre découverte qui est peut-être encore plus importante et qui va être primordiale pendant toute cette conférence, c'est ceci. Hubble, qu'est-ce qu'il fait? Bon, je l'ai dit, il regarde les galaxies et il peut mesurer leur distance et il peut mesurer leur vitesse. C'est-à-dire, il peut dire si elles s'éloignent ou si elles se rapprochent. C'est un peu ce que font les flics sur l'autoroute quand ils vous collent des PV si vous allez trop vite. De la même façon, on peut mesurer la vitesse des galaxies et dire en tout cas si ça s'approche ou si elles s'éloignent. À quoi il s'attend? Il s'attend à ce qu'il y en a qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent, une espèce de mélange un peu aléatoire. C'est pas ça qu'il trouve. Ce qu'il trouve, c'est tellement étonnant que lui-même n'y croira pas. Pendant longtemps, il va penser qu'il s'est trompé. Ce sont ses élèves qui l'ont rassuré. Et il découvre ceci, que les galaxies sont toutes en mouvement. Et un mouvement qui n'a rien d'aléatoire, qui est un mouvement extrêmement organisé. Toutes les galaxies s'éloignent de nous.
s'éloignent de nous et d'une façon très particulière que je vais vous montrer dans le prochain dessin. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement et celles qui sont loin s'éloignent vite. C'est ce qu'on va appeler l'univers en expansion. J'ai essayé de le représenter avec ce petit schéma qui vous dit ceci. Vous regardez... Attendez. Bon, je vais vous le montrer avec la flèche. Ça, c'est M. Hubble. J'ai mis son œil ici avec son télescope. Chaque petit point ici est une galaxie. Petite vitesse, petite flèche, petite vitesse. Vous voyez, c'est un mouvement organisé qui est exactement celui qui se passe quand vous préparez un pudding au raisin. Que vous mettez des raisins dans une pâte, des raisins de Corinthe, des raisins secs, vous le mettez au four, et maintenant, par la pensée, mettez-vous à cheval sur un raisin et regardez vos collègues raisins. Qu'est-ce que vous allez voir? Ben, si le pâté, si le cake a été bien préparé, vous verrez exactement cela. Ceux qui sont près de vous vont s'éloigner lentement, ceux qui sont loin vont s'éloigner vite. C'est ce qu'on appelait « nous vivons dans un univers en expansion ». Alors, n'en concluez pas que nous sommes le centre du monde, ce serait une erreur. Il n'y a pas de centre du monde. N'importe quelle personne sur n'importe quelle de ces galaxies verrait la même chose. Donc, il nous a appris que l'univers est très grand, qu'il est en expansion, c'est-à-dire qu'il a une histoire. C'est-à-dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches, et à l'avenir, elles sont plus loin, c'est évident. Donc, il se passe quelque chose dans l'univers. Et ça, c'est contraire à tout ce qu'on a cru jusque-là. Aristote et tous ceux qui ont suivi affirmaient que l'univers était fixe, statique, sans mouvement, éternel, sans histoire. Ça, c'est toute la pensée classique jusqu'à Hubble, dans les années 1925, qui montre que c'est faux. L'univers n'a pas toujours existé. Ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, j'en sais rien. Il n'a pas toujours existé. Il a une histoire. Et la tâche des scientifiques, à partir du moment où on se convainc que l'univers a une histoire, c'est de la reconstituer, d'essayer de décrire ce qui s'est passé dans le passé, découvrir qu'est-ce que ça raconte et essayer de prévoir, si possible, ce qu'il y a dans l'avenir. Ça, c'est plus difficile. Mais en tout cas, la tâche des astrophysiciens qui pensaient observer un univers statique, immobile, découvrent que pas du tout. Leur travail, c'est le travail des historiens. Et comment ça marche, les historiens? Eh bien, ils essaient de reconstituer le passé à partir de fossiles. Les préhistoriens, par exemple, s'ils veulent vous raconter comment vivaient nos ancêtres il y a 1 million d'années, ben, ils vont faire des fouilles, ils trouvent des endroits où les humains ont vécu là, il reste quelques traces, des cendres de foyers, des pierres taillées, des silex, des cornes sculptées, et à partir de là, ils essaient de reconstituer ce passé. La tâche des physiciens et des astrophysiciens, maintenant, c'est celle-là, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé dans notre univers et comment se fait-il que nous soyons là? D'où venons-nous? Vous voyez, on avait la possibilité de retrouver nos racines. Et retrouver les racines, c'est quelque chose qui est très important pour les êtres humains. Les astrophysiciens vont essayer de le faire. Comment vont-ils le faire? Eh bien, ils vont utiliser les instruments qu'ils ont. D'abord, l'astronomie, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils vont bâtir des télescopes encore plus puissants qui permettent de voir encore plus loin et avec plus de détails. Mais ils vont le faire aussi par la physique. Pourquoi? Parce que la physique nous raconte les lois qui gouvernent cette histoire. Donc, connaître les lois qui la gouvernent, c'est fondamental pour reconstituer l'histoire. Et ça, comment on le fait? Bien, on le fait avec la physique maintenant, en particulier, très connu aujourd'hui, cet accélérateur du CERN à Genève qui a découvert le boson de Higgs, on en a beaucoup parlé, qui aujourd'hui nous permettent de réconcilier, de reconstituer les événements qui se sont passés au tout début de l'univers, et on va mettre tout ça ensemble pour essayer de faire une histoire qui se tient debout. Mais là, grâce tout à fait au hasard, la nature quelquefois est bonne pour les pauvres physiciens qui se battent pour essayer de la comprendre. La nature nous a fait un cadeau fantastique. En 1965, donc c'est encore plus récent, à la NASA, à New York, à cette période, je travaillais, moi, à la NASA, c'est le moment où on lançait les premiers satellites. On lançait des satellites et puis on les perdait parce qu'on n'arrivait pas à les suivre dès qu'ils étaient sortis de l'horizon. Donc la NASA a demandé à des ingénieurs, est-ce qu'ils veulent essayer de trouver un moyen pour qu'on garde le contact avec ces fameux satellites? Et
grâce à leurs travaux, ils découvrent ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors, c'est quoi? Alors, ils ont bâti le rayonnement fossile, ils ont bâti des télescopes, des radiotélescopes avec lesquels ils ont pu retrouver le contact avec les satellites. Ça marchait bien. Ça marchait trop bien. Parce que ça marchait encore quand il n'y avait plus de satellites. On continuait à entendre quelque chose, une espèce de petit suintement, de petit chuintement, comme quand vous êtes sur votre radio, à côté de votre poste de radio, à côté des postes, vous entendez ce qu'on appelle la friture. La friture. Alors, à partir de cela, les physiciens se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette friture qu'on entend jour et nuit, tout au long de l'année? C'était toujours pareil, ce chuintement. Et on a fini par découvrir, alors là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails pour vous dire comment, on en aurait jusqu'à demain matin. Ils ont découvert que c'était un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire des photons, de la lumière, mais de la lumière radio, pour la radioastronomie, répartis dans l'univers entier. L'univers baigne dans un rayonnement qui a été émis au tout début de l'univers, il y a 14 milliards d'années, et qui nous donne en direct des informations sur le début de l'univers. Vous voyez, ça facilite les choses. L'astronomie vous permet de voir l'univers d'aujourd'hui. Ce rayonnement fossile, je vais vous le montrer, nous donne des renseignements sur ce qu'était cet univers il y a 14 milliards d'années. Donc, ça permet, ça facilite la vie pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé entre les deux. Alors, ce que ce rayonnement fossile, je vais vous montrer son image, parce que ça vaut la peine de le voir. C'est un document historique de première importance pour toute la science et pour toute la pensée humaine. Je dois vous dire, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'aurait vu une personne qui aurait regardé le ciel quand l'univers était pas tout à fait au début ou presque. Je dois vous dire tout de suite que ce document que je vais vous montrer, il est en fausse couleur, parce qu'il n'y a pas de couleur associée avec le rayonnement radio. Mais vous allez voir, il y a un dégradé dans cette image, et c'est à partir de cette image qu'on a obtenu des renseignements extraordinaires sur le début du cosmos. Donc, je vous le présente tel qu'il apparaît aujourd'hui, avec les meilleurs instruments. Voilà ce qu'aurait vu, au lieu de voir des galaxies comme on a vu tout à l'heure, ce qu'on aurait vu à cette période sur cela. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'extraire les messages. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'univers le plus ancien que d'avoir cette image? Alors là aussi, il y a des longs chapitres dans lesquels je ne veux pas entrer. Je vais vous résumer ce qu'on a appris. Ce que nous a appris, c'est ceci. D'abord, on va parler de l'univers d'aujourd'hui. Notre univers aujourd'hui, il est très richement organisé en structures de toutes dimensions. Nous avons des très grandes structures comme les galaxies, que la lumière met 100 000 ans à parcourir, à 300 000 km par seconde. Et dans un ordre descendant de dimensions, nous avons ensuite des étoiles, des rouges, des bleus, des jaunes. Nous descendons toujours, nous arrivons aux planètes, nos planètes de notre système solaire, la Lune, les comètes, tous ces corps célestes, comme on dit aujourd'hui. Si on continue, on arrive sur la Terre et on a l'admirable biodiversité, plus de 10 millions d'espèces vivantes, plantes et animaux, chacune avec leur spécificité. On continue jusqu'aux animaux microscopiques, aux virus, aux bactéries, et puis on continue encore et on arrive aux molécules géantes, l'ADN par exemple, notre génome qui fait fonctionner notre physiologie. On arrive à des molécules simples, de l'eau, du gaz carbonique, de l'ammoniac, du méthane. On arrive aux atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène. Tout ça, ce sont des systèmes, des structures organisées, mais à des dimensions toujours plus petites. Et nous arrivons jusqu'au noyau des atomes. Là, nous avons des protons et des neutrons. Et ces noyaux des atomes sont composés aussi de ce que nous appelons des particules élémentaires, qui sont, en l'occurrence, les électrons du courant électrique, les photons de la lumière. Donc, nous vivons dans un univers admirablement structuré à toutes les dimensions. Il y a des systèmes, des structures, des organismes un peu partout, à toutes les dimensions. La différence avec l'univers des premiers temps, c'est qu'au premier temps de l'univers le plus ancien est sans structure. Il n'y a aucune organisation.
Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'être vivant, bien sûr, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de noyau atomique. Tout ce qu'il y a, c'est une immense purée, un magma incandescent à des températures de milliards de degrés dans lequel il y a des particules qui se baladent. Ça, c'est l'univers le plus ancien. Et cela nous dit maintenant quelle va être l'histoire de l'univers. C'est-à-dire qu'on va comparer les deux. On va dire, cet univers des premiers temps, il est totalement sans structure. Aujourd'hui, il est extraordinairement structuré. Donc, ce qu'il faut raconter, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est comment cette matière, qui au premier temps était dépourvue de toute structure, progressivement a vu naître des premières structures, d'abord les noyaux atomiques, ensuite les atomes, les molécules, les cellules vivantes sur la Terre, en tout cas, peut-être ailleurs, on ne sait pas, les cellules vivantes, toute la variation des animaux qui nous ont précédés, les poissons, les amphibiens, les mammifères, etc. L'histoire de l'univers, en peu de mots, c'est comment la matière s'est organisée à partir de ce magma incandescent jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à en particulier, un exemple particulier, nous, notre corps humain, avec notre cerveau, avec notre tête, avec notre capacité de venir à des conférences d'astronomie. Vous voyez, en peu de mots, c'est ça l'histoire de l'univers. Comment? Alors, nous savons les agents de cela. Il y a des forces. Il y a des forces dans la nature, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires. C'est l'action de ces forces qui ont permis les associations de particules en particules pour arriver à quelque chose qui est, par exemple, chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est comment l'univers nous a amenés à exister par une quantité fantastique de phénomènes qui impliquent des galaxies, des collisions de galaxies, des étoiles, des explosions d'étoiles, des collisions de météorites, des volcans. Tous les événements de la Terre peuvent être considérés comme faisant partie de notre passé. Ça nous relie à tout cela. Le fait que nous soyons là capables de parler pour moi et vous d'écouter, c'est un résultat de tout cela. Et en particulier, on a découvert le rôle des étoiles et le rôle des galaxies. Les galaxies, aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de collisions entre les galaxies. Les galaxies sont en mouvement, mais il y a des collisions de galaxies. Et ces collisions ont pour effet, je vais vous montrer une image de collision de galaxies, vous allez voir un peu votre passé antérieur, c'est ça que je vais décrire. Ce que vous voyez ici, c'est deux galaxies. Il y en a une qui est ici, et l'autre qui est là, c'est son noyau. Ces deux galaxies entrent en collision. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait naître des quantités fantastiques d'étoiles. Ces étoiles que vous voyez là sont des étoiles qui sont nées de ces collisions. Ces étoiles, que nous appelons des géantes bleues, nous en connaissons beaucoup dans notre galaxie, ce sont les grandes productrices d'oxygène. Les atomes, nous le savons maintenant, naissent à l'intérieur des étoiles où il fait très chaud. Et en particulier, les étoiles géantes bleues, qui vous donnent cette lueur bleue ici, ce sont les grandes fabricantes d'oxygène. Sachant que notre corps est à 60-70% de l'oxygène, vous voyez, c'est de là que nous venons. Ça, c'est la plus lointaine racine de nos origines. Ces galaxies, donc, vont former des étoiles, et les étoiles, pendant leur vie, vont produire à l'intérieur des éléments chimiques. Alors, les étoiles, du coup, nous deviennent un peu nos grands-mères. C'est grâce à elles que nous existons. S'il n'y avait pas les étoiles, s'il n'y avait pas leur activité dans le passé, il n'y aurait pas dans l'univers d'oxygène, de carbone, d'azote, tout ce qui fait la vie, et nous ne serions pas là. Et je vais vous dire donc quelques belles images des étoiles, puisque maintenant elles ont le droit à leur hommage. Je vais vous montrer comment naissent, vivent et meurent les étoiles. Vous voyez, c'est notre parenté, donc ça nous intéresse. Alors voici, ce sont des nébuleuses qu'on trouve dans la Voie lactée, il y en a beaucoup. Et ces nébuleuses, on voit occasionnellement des petits points lumineux qui sont ici. Ça, c'est une espèce de mère qui est en train d'enfanter des étoiles. Ces étoiles sont nées à l'intérieur de ce placenta, je ne sais pas comment on peut dire, si on veut. Ce sont vraiment des accouchements. Ces étoiles se sont formées par la condensation de cette matière sur son propre poids. Ces étoiles, maintenant, vont vivre. Notre Soleil est né de cette façon. Il y a 4 milliards 500 millions d'années. Et ces étoiles vont mourir à la fin de leur vie. Mais pendant leur vie, elles auront fabriqué
tous les éléments chimiques. La table de Mendeleïev, vous la regardez, tous les éléments, le fer, l'or, l'argent, l'uranium, tous les éléments, nous savons maintenant qu'ils sont nés à l'intérieur des étoiles, dans des régions qui étaient à des milliards de degrés de température, parce que ça prend ça pour faire ce que les alchimistes cherchaient à faire. Vous vous souvenez, les alchimistes, c'est eux qui essayaient de transformer le plomb en or. Ils n'ont jamais réussi parce qu'ils ne connaissaient pas la recette. La recette est simple, il faut qu'il fasse très chaud. Mais sur la Terre, on n'a pas les moyens de l'avoir assez chaud. Les étoiles sont les lieux chauds où il fait chaud. Et dans les étoiles, il y a des quantités de réactions nucléaires. Ce sont ces réactions nucléaires qui ont formé les éléments chimiques qui nous constituent. À leur mort, les étoiles, certains types d'étoiles explosent. Ils explosent, c'est des explosions absolument gigantesques. Voici ce qui reste d'une étoile qui est morte le matin du 4 décembre 1054, il y a à peu près 1000 ans. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse du Crabe. Ça a été observé par les astronomes chinois qui étaient très minutieux, qui nous ont laissé des cartes, qui nous ont dit un matin, le matin du 4 juillet 1054, une étoile est apparue le matin, il faisait déjà clair, plus brillante que la Lune. Eux ont pensé que c'était une étoile naissante. Nous savons maintenant que c'est une étoile mourante. Nous savons que les étoiles meurent, certains types d'étoiles, par ces explosions. Et comme ils nous ont laissé des cartes très précises, nous disons où ils avaient vu cet objet qui est resté visible pendant des mois, en faiblissant progressivement, puis a disparu, n'était plus visible que la nuit, puis est devenu invisible. Mais grâce à leurs cartes, nous pouvons retrouver l'endroit où c'était, et voilà ce que nous voyons quand nous observons avec nos télescopes les débris d'une explosion gigantesque d'une étoile qui a explosé. Et les astronomes, les couleurs pour les astronomes sont les signatures des éléments. Cette couleur verte, nous savons maintenant que ça, c'est de l'oxygène qui fait ça. Cette couleur un peu brune, rose, c'est de l'azote ou de l'hydrogène. Nous pouvons identifier chaque couleur de ces nébuleuses comme celle-là et savoir que c'est cette étoile qui est en train de produire des atomes. Et grâce à cette formation d'atomes qui ont été rejetés dans l'espace, qui se sont recombinés pour faire de nouvelles étoiles, qui ont été rejetés, on a eu des générations d'étoiles. Il y a continuellement dans le ciel des étoiles qui naissent, qui vivent, qui meurent. Il y a des générations d'étoiles. Et parmi ces étoiles, une d'entre elles, qui nous est particulièrement chère, le Soleil, est né il y a 4,5 milliards d'années, et avec autour de lui des planètes, dont en particulier une planète qui nous est chère aussi, qui est la Terre. C'est là que nous naissons. Alors, je vous montre ensuite les étoiles pendant leur vie. Voici quelques images de la vie des étoiles. Voilà le Soleil vu en ultraviolet. C'est une étoile extrêmement active. Les phénomènes se poursuivent. Sur la Terre, il y a des volcans. Les volcans, ça a l'air très catastrophique. Il faut savoir que les volcans, c'est une bénédiction, pas sur le coup. Pour le coup, ça peut être une malédiction. Mais les volcans, continuellement, émettent du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ce gaz carbonique, maintenant on en fait trop, mais il est fondamental. Si on n'avait pas de gaz carbonique, la température de la Terre serait à moins 15 degrés. Il n'y aurait pas de vie. C'est grâce au gaz carbonique qui est né des volcans que nous avons cette planète qui est à peu près tiède, où la vie peut apparaître, où les différentes formes de vie peuvent apparaître. Et donc voilà en gros, en peu de mots, l'histoire du cosmos. L'histoire du cosmos, c'est un cosmos qui est en refroidissement, qui est en obscurcissement, qui est en expansion, mais dans lequel il se passe cet événement que nous appelons la croissance de la complexité. C'est comment, à partir d'éléments simples, qui sont comme des petites billes au début, apparaît ce que nous appelons la pyramide de la complexité. La pyramide de la complexité, c'est justement les étapes successives de la structuration de la matière. On commence avec des particules simples qui sont comme des petites billes, qui se combinent pour faire des protons et des neutrons, qui se combinent pour faire des noyaux, qui se combinent pour faire des atomes, des molécules. Sur la Terre maintenant, parce qu'on ne sait pas s'il y en a ailleurs, c'est possible, on ne sait pas, des cellules vivantes, des organismes, et en parallèle, des étoiles et des galaxies. Et là, je vais vous proposer un petit exercice qui va vous aider à saisir ce qui s'est passé. Je vous propose ceci. Vous fermez les yeux
et vous dites en vous-même, j'existe. Vous prenez conscience de votre existence. Vous prenez conscience du monde autour de vous. Vous venez de faire là une des prouesses les plus extraordinaires qui a jamais été faite dans l'univers. Bien au-delà des prouesses qui font gagner des médailles d'or et des médailles d'argent aux Jeux olympiques. Le corps humain dont nous sommes faits est composé, en dernière analyse, de quarks et d'électrons. Le nombre de quarks et d'électrons dans un corps humain, c'est un très gros chiffre. Je vais vous le montrer. Le voilà. 1 avec 29 zéros. Le corps humain contient 1 avec 29 zéros quarks et électrons. Ça varie un peu avec votre poids, mais pas beaucoup. Ça tourne autour de cela. Eh bien, c'est 10 puissance 29 pour les initiés, particules qui forment votre corps que vous touchez quand vous allez dans la douche, existaient déjà au tout premier temps du cosmos, mais dans un état complètement différent d'aujourd'hui, complètement dissocié. Les particules se baladaient à gauche et à droite, c'est de la vie des particules élémentaires, ce n'est pas très excitant, elles se baladent, elles se cognent, elles se dévient, etc. Ça, c'était l'état du cosmos au premier temps. Aujourd'hui, les 10 puissance 29 particules ne sont plus dissociées, mais elles sont associées dans une formidable structure qui est le corps humain. Et le corps humain tout entier participe quand vous dites « j'existe ». Vous digérez, vous avez le cœur, le etc. Tout ça est important, tout ça est nécessaire pour simplement arriver à dire « j'existe ». Ça, c'est la belle histoire. C'est comment notre présence ici aujourd'hui est reliée à des quantités de facteurs, des collisions de galaxies, des explosions d'étoiles, sans lesquelles nous ne serions pas là. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la belle histoire. Mais on ne peut pas s'en tenir aux belles histoires. Il faut aussi raconter les moins belles histoires, bien sûr. Et maintenant, je vais vous raconter la moins belle histoire. Alors, elle est beaucoup plus récente. La première, elle a 14 milliards d'années. La seconde, elle en a, on dit généralement, 7 millions d'années. À peu près. C'est un peu vague, c'est un peu flou. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 millions d'années sur la Terre? Il s'est passé quelque chose que personne ne comprend vraiment bien, mais qui s'est passé. Une espèce animale a acquis une forme supérieure d'intelligence. C'est nos ancêtres qui sont, en autant qu'on sache, nous sommes reliés aux chimpanzés. Les chimpanzés sont restés les chimpanzés. Les êtres humains, autour de cette période, ont acquis une forme d'intelligence abstraite, pour l'abstraction, 1000 fois supérieure à tout ce qui existe sur la Terre. Aucune espèce animale ne nous va à la cheville sur le plan de l'intelligence abstraite. Ça, c'est le phénomène qui s'est passé. Les anthropologues étudient, essaient de comprendre comment ça s'est passé. Bon, il y a des études, mais personne ne sait vraiment pourquoi nous et pas eux. La nature, comme on dit. Quand je dis la nature, j'emploie le mot nature dans le sens le plus ordinaire du terme. J'aime bien comparer à l'histoire de la Belle au bois dormant, où une fée, avec son bâton, vient mettre sur un chimpanzé sa baguette, et hop, il devient intelligent. Bon, façon de raconter l'histoire. Un animal acquiert une forme d'intelligence supérieure. Et c'est là que vont commencer les problèmes. Pas seulement les problèmes vont commencer là. Alors, vous l'avez reconnu, bien sûr, ce sont nos ancêtres, ce sont les chimpanzés. Et à partir de là, va se passer ceci. Nos ancêtres qui arrivent sur la Terre, il y a 7 millions d'années, sont très mal nantis pour se défendre. La Terre n'est pas très amicale à des êtres qui sont faibles. Les êtres humains n'ont pas des grandes griffes comme les tigres, n'ont pas de carapace comme les tortues, ne volent pas comme les oiseaux, ne courent pas vite comme les guépards. Ils sont une proie facile à une période où, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'important c'est de manger et de ne pas être mangé. C'est comme ça qu'on peut survivre. Si on se demande comment nos ancêtres ont pu survivre ayant tellement peu de moyens à leur disposition, la réponse c'est ils sont intelligents, donc ils peuvent fabriquer des armes. C'est ça qui va les sauver. Et on va maintenant parler du rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Alors, donc en résumé,
Les hommes apparaissent en Afrique, ça maintenant on le sait. Ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Ils ont survécu par leur intelligence. C'est ça qui fait que nous sommes encore là. Autrement, nous serions disparus il y a longtemps, complètement éliminés par je ne sais quelle autre espèce. Donc, on va réfléchir un peu sur cette fameuse séquence des armes. Les armes, les humains commencent par faire des armes assez primitives, des dards, mais quand même, ça peut servir pour manger, des frondes. Et puis, comme ils sont très intelligents, ils vont faire des arcs, des flèches. Ils vont être de plus en plus sophistiqués, de plus en plus efficaces dans cette course pour la vie. Ils vont faire des fusils, ils vont découvrir la poudre, ils vont faire des canons, ils vont faire des chars d'assaut et un jour, assez récent, des bombes atomiques. Ces bombes atomiques, ils vont les faire exploser au Japon. Et ça va donner ceci. Je vais vous raconter un phénomène qui s'est passé maintenant qu'on le connaît. Ça se passe à Moscou en 1983. Beaucoup d'entre nous étaient déjà sur la Terre. À cette période, un général de l'armée soviétique qui s'appelle Stanislas Petrov est aux commandes de l'arsenal nucléaire russe. C'est-à-dire que c'est lui qui a le doigt sur le bouton qui pourrait faire partir les ogives nucléaires dont l'Union soviétique, les États-Unis et la France avaient des quantités énormes. Il reçoit un message de son quartier général qui lui dit « Les Américains ont lancé 5 ogives nucléaires vers notre pays. Elles seront ici dans 15 minutes. C'est le temps de traverser l'Atlantique. C'est à vous de réagir. » Ce monsieur est là devant cette possibilité de déclencher une guerre mondiale. Il ne fait rien. Pourquoi? Quand on lui a demandé, d'abord on a appris que c'était une fausse alarme, mais quand on lui a demandé pourquoi vous n'avez rien fait, parce que vous aviez les ordres de votre quartier général, vous aviez cette information que les Américains, il fallait, il a été puni. Après coup, il a eu des prix, comme vous allez voir, mais au départ, il a été puni. Et il a répondu, parce que je n'avais pas envie de commencer une guerre nucléaire. Vous voyez comment tout notre avenir, notre présence ici, était en jeu sur le jugement d'un être humain qui était dans une situation difficile et qui a décidé de lui-même de rien faire. Ça met en évidence la fragilité que nous avons vis-à-vis de nos propres armes. C'est nous qui avons inventé les bombes atomiques. Ça met en évidence l'espèce de tournant de la situation. Ce qui nous a sauvés au début, à cette période, aurait pu nous éliminer complètement. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est notre rapport à notre intelligence et tous les éléments dont nous parlons aujourd'hui sont toujours reliés à notre fragilité. Nous découvrons que nous sommes périssables, très périssables. Nous aurions pu périr à ce moment-là. Nous devons notre présence au jugement d'une personne. C'est important, maintenant que c'est terminé, les menaces nucléaires ne sont plus ce qu'elles étaient pendant la guerre froide, évidemment, mais on en parle encore. La Corée fait exploser des bombes. On n'est pas sûr qu'on n'aura pas un retour de la terreur nucléaire, mais disons que pour l'instant, ça s'est calmé. Ça n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, la SNCF nous donne un conseil. Attention, un train peut en cacher un autre. Pendant cette période, on ne voyait que la menace nucléaire. Tout ça, ça se passe dans les années 80, hein, c'est pas très ancien. La menace nucléaire est maintenant remplacée par une autre menace qui s'appelle la crise écologique, qui s'appelle la crise d'environnement, tout ce que vous savez, tout ce qu'on appelle la litanie, c'est-à-dire ce que vous trouvez dans vos journaux régulièrement, le réchauffement climatique, la pollution, l'acidification de l'océan, et tout ça, qui montre que nous sommes extrêmement puissants. Nous sommes capables de faire aussi bien des bombes atomiques que des machines qui peuvent couper les forêts à une vitesse absolument fantastique. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui confrontés au fait que ce
qui nous a sauvés dans le passé, aujourd'hui nous menace et que nous devons affronter cette réalité. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous détruire et on pourrait dire nous le faisons activement. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est important de le voir. Si on veut avoir une vue d'ensemble de la situation, c'est ça. Ce qui nous menace, ce n'est pas la nature, au sens ordinaire du terme. Nous avons vaincu le froid, nous avons vaincu la plupart des virus, pas tout, mais grosso modo, ce n'est pas une menace mondiale. La seule menace mondiale à l'existence de l'humanité, c'est ce qu'elle a fabriqué elle-même. Donc nous sommes confrontés à cette énorme puissance que nous avons. Et aujourd'hui, la terreur nucléaire, donc, terreur nucléaire, c'est maintenant, il faut se dire que l'humanité aurait pu disparaître. Ça, nous avons beaucoup de difficultés avec cette idée, parce que nous avons été élevés, du moins moi, dans un milieu catholique, dans l'idée que l'humanité, c'est la crème, c'est le chef-d'œuvre de la création, c'est le but de l'évolution, etc. Tout ça, c'est faux. Nous sommes une espèce animale parmi des millions d'autres et nous sommes fragiles. C'est exactement ce que M. Stanislas Petrov nous a appris, justement, en considérant ce moment où il aurait pu mettre le doigt sur les boutons rouges et il n'y aurait pas de conférence de monstres ce soir. Ça, il faut retenir ça. Il faut retenir une sagesse des événements, même s'ils se sont bien passés, prendre des leçons. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que par notre technologie, notre intelligence, notre influence est à l'échelle de la planète. Et ce document ici va vous l'illustrer. Voici une image de la Terre vue par satellite. Ce que vous voyez, les couleurs, toutes les couleurs nous montrent que nous sommes partout. Nous montrent le jaune, ce sont les autoroutes et les villes, c'est-à-dire l'électricité. Le rouge, ce sont les puits de pétrole, ce sont les torchères de méthane des puits de pétrole. Le mauve, ce sont les feux de forêt, ici en Amazonie. Et, alors attendez, je reviens à celle-ci. Et regardez ici, est-ce que vous voyez une petite tache verte dans la mer du Japon? Est-ce que c'est visible? Qu'est-ce qui est dans la mer du Japon qui est vert? C'est une devinette. Et qui est visible de 400 km de hauteur. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui peut être visible de 400 km. C'est une lumière très importante. C'est aussi important que Tokyo. Vous voyez, toute la ville de Tokyo, c'est comparable en intensité. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est les pêcheurs, c'est-à-dire? Absolument. C'est tout à fait ça. Vous allez voir. C'est ce qu'on appelle la pêche au lamparo. La pêche au lamparo, c'est une pêche extrêmement efficace. On prend plus de poissons en quelques heures qu'on en prenait pendant des siècles. Au Japon, il y a des milliers de petits bateaux comme ceci qui pêchent avec une efficacité fantastique. Résultat, nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Voilà encore une réalité. Nous sommes confrontés à quelque chose qui nous échappe. Nous pouvons faire des bateaux de plus en plus puissants. Nous sommes incapables d'accélérer la ponte de poissons dans les océans. Nous avons atteint, c'est pour ça que maintenant c'est partout, nous avons atteint la limite possible. Nous sommes en train de vider les océans de leurs poissons. Bon, ça fait partie de la litanie, les terres qui sont de plus en plus stériles, etc. C'est ça l'idée. C'est que ce qui était la menace avant est maintenant remplacé par cette nouvelle menace qui fait que nous pouvons dire nous menons une guerre contre la nature. Personne n'a envie de mener une guerre contre la nature, mais dans la nature des faits, c'est comme ça. Ce que vous voyez là, c'est on répand des pesticides. Il n'y a pas de meilleure façon de mener une guerre contre la nature. C'est la façon de détruire les abeilles, les vers de terre. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est les vers de terre qui disparaissent en grande vitesse. Les vers de terre, c'est ce qui rend la terre fertile, c'est ce qui l'oxygène. Et donc, si nous transformons continuellement des arpents de terre en lieux stériles et nous avons une population toujours croissante. Comment est-ce qu'on va nourrir tout ce monde-là? Enfin, vous connaissez, je ne vais pas vous faire la litanie encore une fois, vous la connaissez, mais il faut la répéter quelquefois. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la crise écologique contemporaine
qui est la menace. Pas en 15 minutes, en quelques décennies, mais quand même, c'est à peu près aussi grave. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier, nous pourrions nous éliminer nous-mêmes. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Nous revenons à notre interrogation sur l'intelligence. C'est bien sûr l'intelligence au service du profit immédiat. C'est l'envie de faire du profit, c'est l'envie de déforester le plus possible, de produire le plus de pétrole et tout ça. C'est ça qui est la cause. Ce qui est en cause, c'est notre gestion de notre intelligence. On peut dire que c'est la nécessité d'être plus intelligent que nous l'avons été jusqu'ici. Nous avons eu une intelligence à courte vue qui nous a permis de saccager notre planète et nous continuons à la saccager et nous apprenons que c'est notre sort qui en dépend. C'est ça. La nouvelle, c'est que ça, nous le faisons depuis des siècles. Ce n'est pas nouveau que nous saccageons la planète. Mais maintenant, nous savons que nous avons atteint la limite. Par exemple, on a appris récemment, vous l'avez probablement vu, qu'on a tué plus de la moitié des animaux. Ça montre notre puissance. Nous sommes la seule espèce qui a réussi à éliminer d'autres espèces. Les espèces se font la guerre, se mangent. Les lions mangent les gazelles, mais il y a encore des lions, il y a encore des gazelles. Il s'est établi des équilibres dans la nature jusqu'ici que nous, avec notre superpuissance, nous enfreignons et c'est ça qui nous menace. Il y a eu, par exemple, une conférence à Bonn en septembre 2008. Nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. Alors, que faire? Eh bien, on va essayer de prendre des leçons. Aujourd'hui, on étudie le passé de la vie sur la Terre. La vie sur la Terre, elle existe depuis un peu plus de 3 milliards d'années. Il y a eu des quantités d'événements, des extinctions et tout ça. Et nous allons prendre des leçons d'une espèce animale, la tortue. La tortue, pour nous, ce n'est pas particulièrement intelligent. On dit, bon, tortue, oui, nous sommes beaucoup plus brillants que les tortues, bien sûr. Les tortues existent depuis 300 millions d'années, ce qui veut dire qu'elles ont survécu à une énorme quantité de perturbations sur la Terre. La Terre n'a pas toujours été un fleuve tranquille, comme on dit. Il y a eu des catastrophes météorologiques, climatologiques, météoritiques. Les tortues ont toujours passé au travers. Les tortues ont toujours passé au travers, et c'est elles qui peuvent maintenant nous donner des leçons. Alors, qu'est-ce que les tortues nous apprennent? Bien, elles nous apprennent ceci. Alors, je passe d'abord cette image. Les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter. C'est ça qu'ils annoncent les tortues. Les espèces qui durent longtemps sont celles qui sont capables de s'intégrer dans les écosystèmes où elles donnent et reçoivent. Elles ne menacent pas l'ensemble, parce que si elles menacent l'ensemble, elles se menacent elles-mêmes. C'est ça la leçon. Sur la Terre, il y a eu beaucoup d'espèces animales qui sont apparues, beaucoup ont disparu. Ce qui fait que certaines disparaissent, c'est qu'elles n'arrivent pas à s'adapter aux conditions changeantes, qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer dans l'écosystème. Et nous, sur ce plan, nous sommes zéro. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse, encore une fois, qui a réussi à tuer la moitié des animaux de la planète. Il faut bien le reconnaître, il ne faut pas se cacher la vérité, c'est cela. Nous avons fait jusqu'ici la plus mauvaise utilisation de notre intelligence qui soit possible, et cette difficulté qui n'existait, qui était toujours présente, eh bien, nous sommes confrontés à celle-là, à prendre par la main notre intelligence et à dire « tu ne vas pas nous exterminer ». Parce que ça pose une question qui est celle-ci. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Vous voyez, revenons à cet événement il y a 7 millions d'années avec cette fée qui, avec sa baguette, vient nous donner l'intelligence. Imaginons que nous soyons disparus. Revenons à notre ami Petrov, qui nous a enseigné des choses. Imaginons qu'il y a eu cette guerre nucléaire. On peut toujours imaginer. Imaginons qu'après la disparition de l'humanité, des extraterrestres soient venus sur la Terre, aient constaté le massacre, aient constaté les ruines radioactives de la planète après une guerre nucléaire. Quelle aurait été leur conclusion? Bien, ils auraient dit, évidemment, pour eux, l'intelligence était un cadeau empoisonné. La preuve, c'est qu'elle les a éliminés. Donc, la question de savoir si l'intelligence est un cadeau empoisonné, il n'y a pas de réponse abstraite à cette question. C'est ce que nous allons en faire. Si
nous sommes capables de survivre à cette sixième extinction et retrouver une planète verte, on pourrait dire non, c'était une épreuve à passer, c'était un examen à passer, c'est coexister avec sa puissance. Coexister avec sa puissance et empêcher notre puissance de nous exterminer. C'est ça qui est le but aujourd'hui. Alors, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Oui, quand elle est mise uniquement au service du profit immédiat, quand elle saccage son environnement. La déforestation au Brésil, par exemple, profit immédiat, on coupe tous les arbres et après, tant pis pour le restant. Quand elle ne comprend pas la nécessité de s'intégrer harmonieusement dans la nature au risque de s'éliminer elle-même. Et, en peu de mots, quand elle n'est pas assez intelligente pour cesser de couper la branche sur laquelle elle est assise. Donc, vous voyez le rapport de cette moins belle histoire, maintenant on la comprend. La nature nous a fait un cadeau fantastique. Ce cadeau fantastique, nous devons le gérer. On pourrait dire la nature nous a joué un mauvais tour, ou comme on veut. Mais en tout cas, elle nous dit maintenant, débrouillez-vous. Moi, je vous rends intelligent, maintenant, débrouillez-vous. Et c'est ça que nous sommes, à quoi l'humanité est confrontée. Alors, on peut se dire, quel est le futur prévisible sur la Terre? La vie va continuer. Nous pouvons disparaître, mais la vie est extrêmement robuste. Nous sommes une espèce très fragile. Mais les insectes, les virus, cette vie va certainement, mais elle pourrait continuer sans nous. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, en gros, ça dit à peu près ceci. Il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Notre tradition a toujours été de considérer que les humains sont ce qui importe. Que ce soit la Bible ou Descartes, ils vous disent la même chose. La mission de l'humanité, c'est de dominer les animaux. Nous sommes supérieurs aux animaux dans cette tradition biblique. Tout ce monde est fait pour nous et les animaux sont à notre service. Asservisser les animaux, dominer les animaux, c'est aussi bien le message de la Genèse que le message de Descartes. Nous savons aujourd'hui que ça, c'est la mauvaise solution. C'est la solution qui mène à la catastrophe. C'est développer un humanisme élargi à toute la nature parce que nous dépendons de la nature. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, nous vivons de la nature, nous en dépendons et si nous la détruisons, nous disparaissons. Nous n'avons plus le choix. Aujourd'hui, c'est clair, si nous n'arrivons pas à un humanisme élargi, nous disparaîtrons. Alors maintenant, je voudrais vous dire quelques mots de ce qu'on peut appeler le réveil vert. Le réveil vert, ça date, c'est pas nouveau que les humains saccagent leur planète. Empédocle lui-même, le philosophe, déplorait le comportement des humains autour de lui, voyait comment les humains se conduisaient d'une façon barbare même à cette période. Pythagore, la même chose. Tous ces gens ont énoncé, mais se contentaient, si on peut dire, de déplorer, ne faisaient rien de plus. Le moment, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, où on commence à ne pas se contenter de déplorer, mais à faire quelque chose, c'est la fin du 19e siècle. Ça se passe en Californie, vers les 1875, à une période particulièrement saccageuse, où on a éliminé 60 millions de bisons, on les a presque éteints, où on tue 50 000 baleines par année. Des gens réagissent et disent « on ne peut pas continuer, il faut faire quelque chose ». Et ils décident de prendre la situation en main. Ils font un club qui s'appelle le Sierra Club, qui est l'ancêtre de tous les clubs animaliers, les clubs de protection de la nature. Ils mettent la pression sur les gouvernements pour obtenir des réglementations. Ils font les premiers parcs nationaux. Les premiers parcs nationaux, c'est Yellowstone, Yosemite, les premières législations, c'est ce qu'on appelle le réveil vert. Et derrière tout cela, il y a un homme qui, à mon avis, mériterait d'être mieux connu, parce que c'est vraiment un bienfaiteur de l'humanité. Il s'appelle John Muir. John Muir est un de ceux qui sont au départ de tous ces clubs pour la défense de l'environnement, de tous ces congrès, ces conférences, ces pressions sur les gouvernements. Et cela se développe depuis cette période, a pris de l'ampleur tout au long du XXe siècle, en prend encore plus.
il y a ce qu'on appelle l'historique de la préservation de la nature, c'est-à-dire des séries de conférences, Rio de Janeiro, 92, vous les voyez, et puis 2015, la COP 21 qui s'est passée à Paris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Est-ce que ça a été vraiment quelque chose de très positif? On a pu critiquer qu'il n'y a pas eu tout ce qu'il aurait fallu comme décision. Il y a un événement capital qui s'est passé, c'est le dernier jour, c'est un événement historique, c'est la première fois que l'humanité entière se met d'accord sur un point. C'est déjà quelque chose. Ce point, c'est il y a un problème. 195 pays signent ce qu'on appelle l'accord de Paris, reconnaissant tous qu'il y a un problème. Que ce problème, c'est le réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique, il est important qu'on se mette d'accord pour le régler. Alors, le régler, c'est une autre histoire. Mais le fait que déjà il y ait eu cette unanimité mondiale, c'est un événement historique. Sans unanimité, on n'y peut rien. Si on a 195 pays qui ont chacun leur gouvernement et qui décident chacun de leur façon, il n'y a pas d'espoir possible. Ce qui importe pour nous, c'est développer ce qu'on appelle une gouvernance mondiale. Une gouvernance, ça veut dire une institution démocratique qui a du pouvoir, pas seulement consultatif. L'UNESCO, c'est très bien, c'est une institution mondiale, mais elle n'a qu'un pouvoir consultatif, elle n'a pas de pouvoir exécutif. Il est très important, il est fondamental pour l'avenir de l'humanité qu'on ait cette gouvernance. Et le premier geste en faveur de cette gouvernance, c'est précisément la COP 21. Donc on peut saluer cet événement comme un événement historique dans l'histoire de l'humanité. Alors je voudrais continuer, donc je vais vous parler un peu de mes propres activités, puisqu'on me l'a demandé. Je suis le président d'une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Et notre but, c'est précisément de faire des plaidoyers, de faire du lobbying, ce qu'on appelle du lobbying, de rappeler au gouvernement qu'ils ont promis des choses. Par exemple, il y a le cas, une très bonne nouvelle, c'est l'Agence nationale pour la biodiversité. C'est un élément essentiel pour regrouper toutes les forces en France pour sauver la biodiversité. Hollande l'avait promis pendant la campagne. Évidemment, quand il a été élu, il s'est pressé de la mettre sur les étagères. Notre groupe et d'autres groupes, nous avons mis la pression, et c'était très long, pour arriver à ce que cette agence entre en action. Elle entre en action en 2017. Donc c'est avec des éléments comme ça que nous pouvons avancer, c'est-à-dire mettre la pression sur les gouvernants pour qu'ils tiennent compte de ces choses. Et en particulier, une autre de nos activités, parce que nous sommes plusieurs à faire des conférences, nous sommes tous confrontés au fait qu'à la fin, les gens disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Tout ça, c'est bien beau ce que vous avez raconté, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous avons développé une espèce de club qui s'appelle le club Oasis Nature. C'est quoi un Oasis Nature? Nous ne pouvons rien contre la dévastation de la jungle amazonienne. Mais la plupart d'entre nous avons des coins de terrain sur lesquels nous avons la juridiction. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut. Nous avons la loi de notre côté. Nous pouvons prendre ces domaines, qui peuvent être des grands domaines ou même des balcons, mais décider d'en faire ce qu'on appelle un oasis nature, c'est-à-dire un lieu dans lequel on va préserver la vie. Alors, comment le faire, vous le savez, c'est bien connu, éviter les pesticides, éviter la chasse, sauf la chasse de contrôle. Comment on peut essayer d'obtenir que notre terrain soit un endroit où on préserve la biodiversité. Ce qui a un double avantage. Le premier avantage, c'est que vous préservez la biodiversité chez vous. Le deuxième, c'est que vous savez que vous avez agi, vous avez fait une action, et c'est moralement très important. Nous avons des écoles qui ont développé des oasis nature, qui ont transformé des dépotoirs en jardins. Les enfants ont un optimisme. Le grand danger aujourd'hui, je vous rappelle la phrase d'Hölderlin, c'est de penser que tout ça est foutu. Et c'est quand on dit que c'est foutu que c'est foutu. C'est aussi longtemps qu'on reste dynamique, volontaire, volontariste pour dire « moi, je ne laisserai pas passer dans ce qui m'appartient et je vais le faire savoir ». Ce sont des éléments que chacun peut faire
quand il a les conditions, mais encore une fois, nous en avons au Canada, nous en avons en France, en Belgique, en Suisse. Nous avons plus de 600 oasis nature. Il y a un petit journal qui communique, qui donne des informations et tout ça. Donc, c'est une invitation. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous vous sentez dynamique, vous regardez sur votre Internet, vous prenez Oasis Nature et vous aurez tout ce qu'il faut pour vous inscrire, pour devenir un membre de notre association Biohumanité et Biodiversité. Et vous aurez le plaisir de mettre dans votre jardin cette pancarte qui montrera à vos voisins que vous êtes des défenseurs de la nature. Vous voyez, c'est d'arriver, de passer d'une attitude défaitiste et morose qui est très présente dans nos pays maintenant, à une attitude dynamique où chacun se dit « moi, en tout cas, j'ai fait quelque chose ». C'est ce qui s'appelle le colibri, la fable du colibri que vous connaissez peut-être, sinon je vous la raconte. C'est un feu de forêt, gigantesque feu de forêt, il y a des pompiers, il y a tout ça, des canadaires. Et il y a un petit colibri qui va chercher une goutte d'eau dans un ruisseau et qui vient la déposer sur le feu. Et les gens lui disent « non, mais quand même, tu fais rire de toi avec ta goutte d'eau ». Et le colibri dit « moi, je fais ce que je peux ». Voilà, c'est cette attitude du colibri, c'est celui qui dit « je fais ce que je peux ». Est-ce que ça va gagner? Est-ce que je vais gagner? On ne sait pas. L'avenir est inconnu. Comment serait cette planète dans 30 ans? Personne ne le sait. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. La situation dépend des décisions que l'on prend aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans une situation où il est extrêmement important d'être actif. Moi, je pense souvent que ça ressemble aux années 40, quand le nazisme menaçait la civilisation, quand les pays, les uns après les autres, laissaient tomber, et quand un homme, que j'admire beaucoup, qui est Churchill, justement, dit non, c'est non. C'est l'attitude du petit enfant qui dit non. Moi, je ne cède pas. Cette attitude, c'est celle qu'il faut avoir aujourd'hui. C'est celle qui va faire toute la différence de savoir si dans 30 ans, nous aurons une planète saccagée ou bien si nous aurons une planète qui continuera à vivre et que nos enfants et nos petits-enfants auront une vie aussi agréable que la nôtre et non pas, je donne souvent comme exemple, si vous voulez savoir ce qui est possible, pas dans l'imagination, dans la réalité, vous allez par exemple en Chine. J'étais récemment dans une ville qui s'appelle Chongqing. Je ne connaissais même pas l'existence, le nom de cette ville. Elle a 30 millions d'habitants. Cette ville, les enfants ne savent pas que le ciel est bleu. Pour eux, le ciel, c'est jaune sale. Et le soleil, c'est une balle lueur. Et c'est pollué, mais au point que vous ne pouvez pas courir même parce que vous êtes complètement pris. Bien, ça, si on n'y croit pas, on va là, on voit, ça existe. On sait que ça existe vraiment. Ce n'est pas une invention pour faire peur aux enfants. C'est quelque chose qui serait possible ici, et c'est pour cela qu'il faut être, je dirais, vigilant et actif pour prendre en main ces décisions, parce que je crois que l'humanité est là vraiment à un tournant. Et ce que seront nos enfants, que vivront nos enfants et nos petits-enfants, ça se décide aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Voilà, alors comment va se passer la suite de la soirée? Donc on va évidemment passer à la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc on a Maxime et un de nos étudiants qui ont des micro-baladeurs, donc vous pourrez poser les questions que vous voulez. Pour ceux que ça intéresse, donc je préviens déjà, Uber Eats a accepté de signer des dédicaces, on nous a posé beaucoup de questions, donc ce sera tout à l'heure à la fin de la séance de questions, donc ça se passera sur cette scène-ci. Et pour information, pour ceux que ça intéresse, le libraire montois bien connu Le Taux est là dehors. Bon, ceux qui voudraient repartir avec un souvenir, avec des bouquins de notre conférencier, n'hésitez pas à aller dehors. Et ceux qui voudraient avoir une dédicace, ce sera possible. Voilà, on va commencer la séance de questions. Première question, toujours la plus difficile. Alors, qui se lance? Oui, ici.
Je vais proposer que vous... Oui, bon, très bien. Parce que j'aime bien voir les personnes. Bonsoir, Merci. Père-Yves. Voilà, donc, j'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit sur l'intelligence de l'homme. Ce qui l'a sauvé Parlez dans un un premier peu temps. plus près de votre micro, s'il vous plaît. Ce qui l'a sauvé dans un premier temps du monde des animaux sauvages. C'est vrai que sans son intelligence, il ne serait certainement plus là. Et ce qui a failli le détruire. Ma question est la suivante. Est-ce que, c'est une question que je me pose déjà depuis quelques années, est-ce que l'homme ne serait pas un accident dans l'évolution de la nature, ou une erreur, pourquoi pas? Parce que pendant tous ces milliards d'années où la vie a existé, la planète s'est toujours maintenue telle qu'elle était, et maintenant on s'aperçoit de ces bouleversements qui vont la transformer et peut-être même la détruire. Oui, alors je répondrai de la façon suivante. Imaginons que l'humanité disparaisse. Est-ce que ce serait un grand drame? Vu de Sirius, une espèce disparaît, c'est pas grand-chose. Je pense qu'on peut défendre l'intérêt de préserver l'humanité parce que l'humanité a apporté des choses qu'aucune autre espèce n'a apportées. Et je voudrais en citer 3 qui sont les suivantes. La première, c'est la culture, c'est l'art. C'est Mozart, c'est Beethoven, c'est Van Gogh. Toutes les valeurs culturelles, l'architecture. Si nous disparaissons, les termites n'épargneront pas les Stradivarius. Je pense que ça, c'est un élément important. Il n'y a que l'humanité qui a pu faire les symphonies de Beethoven. C'est quelque chose d'unique qui nous est propre. Un deuxième élément, c'est la science. Nous sommes la seule espèce qui est arrivée à déchiffrer les lois de la nature, à comprendre le fonctionnement du ciel, à reconstituer le passé de l'univers. Aucune autre espèce n'est en mesure de faire cela. Nous sommes la seule espèce qui a fait des télescopes qui permettent de voir ce qu'aucun œil ne peut voir et à partir de là, d'avoir bâti la science et d'avoir compris tout cela. Et le troisième élément, qui est peut-être le plus important pour moi, c'est ceci. Voici un nid d'oiseaux et dans ce nid, il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents ne nourrissent que les oisillons en santé, laissent mourir les oisillons malades. Les ornithologues expliquent ça de la façon suivante. Les oisillons en santé ont plus de chances d'avoir des gènes sains que les malades. Donc, pour l'avenir de la lignée, c'est mieux de soigner les enfants en santé que les enfants malades. Maintenant, vous avez une famille humaine. Vous avez 2 enfants, il y en a un qui est malade et l'autre est en santé. Les parents vont s'occuper de l'enfant malade quelquefois plus que de l'enfant en santé, ce qui n'a pas de sens sur le plan de l'avenir de la lignée. Il vaudrait mieux soigner les enfants en santé, même raisonnement. Pourquoi l'humanité a un comportement qui diffère de celle de la majorité des animaux sur ce plan? La réponse, c'est parce que pendant l'évolution, tout au cours de l'évolution, est apparu chez l'humanité un sentiment qu'on appelle la compassion et qui a pour résultat que vous souffrez quand vous voyez quelqu'un qui souffre. Vous avez envie de l'aider. C'est un comportement qui s'appelle altruiste ou empathique ou compassion, qui est propre à l'humanité et à quelques autres animaux aussi, et qui fait que cette notion qui est responsable de la Croix-Rouge, d'Amnesty International, de toute la médecine, toute l'activité humaine. Les humains ont à cœur de s'occuper de la souffrance des autres. Ça, c'est un élément fondamental que l'humanité a apporté et qu'on retrouve très peu. Les lions s'intéressent aux gazelles malades, mais ce n'est pas pour les soigner. Une autre Alors, question? À partir de là, chacun décide. C'est un choix personnel. Moi, mon choix, c'est ça, mais je comprends qu'on puisse se poser la question. Ce n'est pas écrit dans le ciel. Il n'y a rien d'écrit dans le ciel sur ce plan. Si nous sommes nous-mêmes confrontés à
trouver nos propres réponses et décider pour nous ce que nous valorisons et ce que nous ne valorisons pas. Qui désire poser une autre question? Attendez, je n'ai pas entendu. Ah, pardon. Oui. Ah bon, pardon, c'est vous qui avez... Ah, voilà, Oui, excusez-moi. ok. Ah, Voilà. je pensais que c'était... Voilà, qui désire poser la question? Levez la main, parce qu'on ne voit pas bien d'ici. Alors, oui, là-bas, Max. Ouais. Ici, là-bas. J'aimerais vous poser une question sur le parallèle de l'univers J'ai pas entendu. pardon, sur le parallèle de l'univers et de l'être humain en fait. Vous avez montré les débuts de l'univers comme étant une espèce de gros magma anarchique, et ensuite c'est l'ordre qui a créé une galaxie comme elles le sont maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de l'humanité, on pourrait penser pareil? On est encore dans la phase du magma, notre intelligence est encore en train de se former, et il faut attendre qu'on ait l'ordre et que l'intelligence se forme dans l'ordre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt ça qui fait un parallèle intéressant? C'est une position très optimiste. Moi, je veux bien, je ne suis pas convaincu, mais ce que vous voulez dire, c'est que ça va s'arranger tout seul. J'ai des doutes. Je crois que rien n'est joué encore maintenant. Et qu'encore une fois, l'humanité sera peut-être disparue dans 100 ans. Il n'y aura peut-être plus d'êtres humains sur la Terre dans 100 ans. On ne peut pas le nier. On ne connaît pas l'avenir. Mais c'est tout à fait possible. Si vous regardez l'événement de M. Petrov, nous sommes venus très, très, très près de ne pas avoir d'avenir. Nous aurions très bien pu ne pas l'avoir. Vous savez, aux États-Unis, pendant la guerre, il y avait, pour mesurer la puissance d'un arsenal nucléaire, il y avait un terme qui paraît aujourd'hui un peu délirant. Ça s'appelait « the overkill power ». Ça veut dire la puissance, la capacité de surtuer. Ça veut dire, pour un arsenal donné, combien de fois pourrait-on tuer tout le monde avec cet arsenal? Évidemment, ça ne veut rien dire, mais ça dit quelque chose quand même. Ça décrit et cette possibilité, dans les années 79-80, elle était 17 000. On pouvait tuer tout le monde 17 000 fois avec les bombes qu'on avait. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point nous sommes vulnérables et fragiles. Une autre question? Oui. J'ai apprécié Vous voulez bien approcher le micro de votre bouche, s'il vous plaît? J'ai apprécié votre brillante démonstration et en vous écoutant, j'ai eu nettement l'impression que vous excluez toute connotation métaphysique. Oh non, je n'exclus rien du tout. Non, non, c'est pas un reproche, quoi. Non, mais je n'exclus rien du tout. Je me dis, je vais plus loin, que si on exclut toute connotation métaphysique, on exclut forcément les religions et peut-être qu'on se porterait beaucoup mieux. Non, je vais vous dire un peu comment je vois cette situation, puisque vous me questionnez. Je crois que nous sommes confrontés, par exemple, posons-nous la question, l'univers a-t-il un sens? C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que tout ça a un sens? Alors, vous avez des tas de réponses qui viennent des différentes religions. Les bouddhistes ont une façon de voir les choses, les chrétiens une autre, etc. Tout ça, je pense que c'est une question essentiellement qui est bien au-delà de nos capacités intellectuelles. De même que vous n'auriez pas l'idée d'enseigner la géométrie à votre chat, parce que vous pensez bien que votre chat, ce n'est pas la peine de lui enseigner la géométrie. D'abord, ça ne l'intéresse pas. Et puis, deuxièmement, il n'a pas le cerveau qu'il faut. Nous l'avons. Je crois que chaque espèce animale a son cerveau avec ses limites. Nous avons des limites et je pense que cette question, l'univers a-t-il un sens, c'est une question qui nous dépasse, mais avec laquelle nous sommes confrontés. Donc, nous avons à faire le sens. Je dirais, l'attitude pratique, c'est nous qui le faisons. C'est à partir de notre propre réflexion. Ce n'est pas écrit dans le ciel en lettres d'or ou sur des tables de pierre comme Moïse. C'est quelque chose auquel l'humanité est confrontée, essayer de trouver du sens à la vie. La religion en donne pour ceux qui sont religieux,
pour ceux qui ne sont pas, ben, ils sont quand même confrontés au problème. Donc, il faut qu'ils fassent leur propre sens. Ils feront ce qu'ils peuvent. Mais je ne pense pas que ce soit dans nos cordes, si on peut dire. Ça nous dépasse. Donc, si quelqu'un est croyant, je dis très bien. S'il est incroyant, je dis très bien aussi. Chacun a sa vérité. On peut le dire comme ça. Une autre question? Oui? Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre conférence. Ça a été vraiment magnifique de vous écouter. Mais ma question concerne... Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que vous voulez vous lever? Parce que j'aime bien voir les personnes. Je suis petite, je m'excuse. Hein? Ah bon? C'est la nature. Hein? Ah, excusez-moi. Enfin, ce que Excusez-moi. je voulais vous demander, ou plutôt demander votre opinion. Pendant des années, l'Antarctique a eu un moratoire d'intouchable. On ne pouvait pas faire d'exploitation minière, intervenir d'aucune façon, sauf observation scientifique. Ça n'a pas empêché que depuis presque 10 ans, le tourisme qui va à l'Antarctique, je dirais, se multiplie. Et apparemment, maintenant, le problème est tellement grave que l'autre fois à la télé, j'écoutais qu'en Australie, et je ne sais pas, 150 pays avaient décidé d'une région de l'Antarctique la mettre comme réserve naturelle. Mais en disant que ça empêcherait la vie serait pour les oiseaux, Je suis désolé, en tout, les vous entends animaux pas bien. marins et tout, ça serait très bien. Mais c'est un peu fou, parce que dans un milieu qui est liquide, s'il y a une extraction de pétrole à quelques kilomètres, tout ça, ça va pourrir de toute façon. En gros, la question, c'est Oui, au La niveau question, du c'est statut de votre l'Antarctique. position à ces fameux réserves naturelles. Pourquoi pas ne pas lutter pour continuer les moratoires sur l'Antarctique? Attends, j'ai pas bien. Vous avez compris la Donc, question? si j'ai bien compris, donc Madame dit qu'il y a eu un moratoire sur l'Antarctique qui semble avoir arrêté. Le moratoire est bientôt fini. Voilà, et ce qu'ils l'ont fait maintenant, c'est une réserve naturelle Voilà. dans un tout petit espace. Donc, différence. Alors pourquoi pas lutter pour que le moratoire continue? Donc- Une réserve, ça ne va pas empêcher la Ok, ok. pollution. Hein? Voilà. Donc l'idée, c'est il y a un moratoire qui semble toucher à sa fin, d'après ce que dit Madame. On envisage de petites réserves. Quelle est votre position par rapport à ça? À propos de l'Antarctique? Oui. Oui, ben, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, le pape a pris une position, je trouve très intelligente, de dire, sachant ce que peut produire le réchauffement climatique, c'est-à-dire les tempêtes, vraiment des très grands malheurs, il devient immoral de continuer à extraire du pétrole. Je crois que c'est aussi simple que ça. Investir pour extraire du pétrole, sachant que le pétrole réchauffe la planète, produit le réchauffement climatique, ça devient aujourd'hui une question morale. Ce n'est pas simplement une question pratique, c'est une question de... On peut dire que c'est criminel. À la limite, on peut dire ça. Aujourd'hui, c'est à ce point-là, puisqu'on sait maintenant. Il n'y a plus de doute possible sur le réchauffement climatique, sur le fait que c'est l'humanité qui est responsable, que nous allons vers des températures de 2 à 3 degrés plus grandes que maintenant, ce que tous les gens considèrent comme ingérable. Le mot, c'est ingérable. C'est-à-dire, les tempêtes que nous aurons à cette période, c'est rien par rapport... Ce que nous avons maintenant n'est rien par rapport à cela. Et on a déjà des exemples. La tempête des Philippines, où on atteint des vents de 300 km à l'heure, c'était la première fois qu'on avait ça, montre que déjà le réchauffement climatique, il est très problématique et que nous continuons à l'augmenter. On n'a aucune garantie qu'on va le limiter à 2 degrés. Ça paraît à peu près peu vraisemblable. On parle plutôt de 3 degrés. Et 3 degrés, c'est pour l'humanité, c'est vraiment catastrophique. Donc, je dirais, a priori, moi, mon idée, il faut arrêter
de polluer la planète avec du gaz carbonique, c'est-à-dire à extraire du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Il faut se tourner complètement vers les énergies renouvelables. Le nucléaire, peut-être, c'est une autre question. Mais en tout cas, les énergies fossiles, il faut arrêter parce que nous allons droit à des situations vraiment graves. Oui, on a une question ici, puis une plus haut. Donc si vous pouviez essayer d'être plus concis dans les questions, comme ça on pourra mieux profiter de notre invité. Bonsoir. Quand on n'a pas votre charisme, comment est-ce qu'on peut motiver les gens autour de nous à passer de la compétition à la coopération? Ça, c'est un problème auquel je ne connais pas de réponse personnelle. Bien sûr, c'est le problème, c'est d'essayer d'avoir une attitude altruiste. Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire de tenir compte de l'ensemble de la planète quand nous faisons quelque chose. Tous les projets comme celui d'extraire du pétrole, il faut se dire, est-ce que c'est bon pour la planète? Il y a eu cette extension récemment à la Révolution. Il y a eu les droits de l'homme, évidemment. Les hommes ont droit à telle ou telle chose. Avec, maintenant, on a ajouté un autre élément, c'est un environnement sain et vivable. Ça n'existait pas au temps de la Révolution, il n'y avait pas les problèmes qu'on a maintenant. Et ça, maintenant, ça a été mis dans la Constitution française. Les êtres humains ont droit à un environnement sain, c'est-à-dire ne pas vivre dans la pollution. C'est fondamental. Alors, comment on va y arriver? Ça, c'est une autre question, des questions concrètes. L'éducation est très importante. Moi, je crois beaucoup à l'éducation des parents, en fait. L'éducation des parents pour les petits-enfants. Ce n'est pas des cours, il ne faut pas faire des cours, on connaît tout ce qu'il faut savoir là-dessus, mais c'est d'avoir des exemples concrets, de gestes concrets qui sont donnés par... Ce qui est très important, ce que je conseille beaucoup aux parents, c'est d'amener leurs enfants dans la nature. Et de leur apprendre à aimer la nature, à aimer les arbres, à aimer les oiseaux. Les enfants qui ont vécu ça, moi, ça a été ma chance, j'avais des parents qui avaient vraiment une vénération pour la nature. Ça vous marque pour le restant de vos jours. Et c'est une possibilité de bonheur. Être bien dans la nature, c'est un des grands plaisirs de la vie. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça s'enseigne par les parents qui amènent leurs enfants et qui montrent aux enfants qu'ils apprécient. C'est contagieux. Si vos parents apprécient quelque chose, si les parents aiment quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire des discours, les enfants le sentent. C'est une attitude, d'abord une attitude sur le plan des affects, le plan des émotions. Ça me paraît être la meilleure solution, la solution la plus vraisemblable, ou le moyen le plus vraisemblable d'obtenir des résultats. C'est dans l'affect, pas dans le mental. Le mental, c'est bien, mais ça n'a pas la puissance de l'affect. Pensez-vous qu'il soit possible d'aboutir à quelque chose sans un changement fondamental de notre système économique? Ça, c'est une autre excellente question, effectivement. Là, on n'a pas de réponse a priori. On sait qu'il ne marche plus, qu'il faut le remplacer, mais par quoi le remplacer, comment le remplacer? C'est toutes les questions qui se posent aujourd'hui. L'humanité est confrontée à ces problèmes, que ces vieilles recettes ne marchent plus et qu'il faut qu'elle invente. Mais je crois que les humains sont géniaux. Quand ils s'en donnent la peine, ils peuvent faire des choses magnifiques. Donc, on ne peut qu'espérer, essayer de contribuer autant qu'on peut. Voilà, ça, c'est tout l'inconnu de l'avenir. On avait une question de ce côté-là, je pense. Oui. Voilà, juste devant toi. Voilà. N'hésitez pas à garder la main levée pour qu'on vous voit, parce qu'il y a beaucoup de gens, donc c'est pas facile pour nous. Merci. Bonsoir, monsieur. Ici, attendez, je vais me lever. Ouais, levez-vous, ce sera plus simple. Où est-ce que vous êtes là? Ici, voilà. Ah. Bonsoir. En complément à la question qui a été posée tantôt, on a l'impression qu'on va, notre système économique, politique et autres, on va vers un mur. Si on n'est déjà pas dedans, j'espère. Mais il y a un autre élément qu'on ne parle pas, je vais dire que c'est un peu une augmentation exponentielle de la population. On est de plus en plus nombreux. Je ne vais pas dire qu'il faut arrêter de faire des enfants, loin de là. Mais on va arriver à 9, 10, 15 milliards. Est-on certain que notre belle planète bleue saura assumer cela? On est certain de rien du tout. Ah, d'accord. Et effectivement, l'accroissement de la population est un problème sérieux. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile.
on sait qu'il y a une solution qui marche, c'est l'éducation des femmes. C'est dans les pays où les femmes ont pu avoir une éducation que les taux de naissance ont cessé de croître. C'est le cas dans le sud-est asiatique, c'est le cas en Amérique du Sud. Ça n'est pas le cas dans les pays où, d'une part, les femmes n'ont pas droit à l'éducation, et d'autre part, c'était encore plus difficile, ce sont les traditions culturelles. Traditions culturelles qui font qu'il est bien, dans certaines cultures, d'avoir des enfants. Et ça, c'est très difficile d'aller contre ça. Ça, c'est le problème de toute la région en dessous du Sahel, au-dessous du Sahara, le Sahel, où on a encore des taux de naissance de 7 à 8 enfants par femme. Et c'est l'Afrique aujourd'hui qui est l'endroit où les populations croissent le plus vite. Et ça, c'est un problème majeur. Et encore une fois, il y a l'éducation des femmes, mais ce n'est pas si simple que ça. L'éducation des hommes aussi, qui apprennent à bien traiter les femmes aussi, bien sûr. Mais on le voit quantitativement, les pays où les hommes sont éduqués, mais les femmes non, restent à la maison, comme on dit. Ce sont les pays où on a les plus grandes quantités de population. C'est que ce sont des femmes qui n'ont jamais pu comprendre qu'il y avait la possibilité d'avoir une vie humaine. Bon, ça, c'est des domaines qui m'échappent, mais je vous dis un peu ce que j'en sais. Oui, la Chine, c'est le sens inverse. Oui, maintenant, ils sont obligés de revenir en arrière. Oui. Voilà, on a une question à ce niveau-là. Oui. Bonsoir. J'aimerais savoir, selon votre avis, est-ce que l'intelligence de l'humain a atteint sa limite? Est-ce que l'intelligence de l'humain a-t-elle atteint sa limite? Ça, personne n'en sait rien. Voilà des questions qu'on peut se poser. Les gens qui font de l'intelligence artificielle disent non, on n'a pas atteint ses limites. J'en sais rien. Je sais très bien ce que ça voudrait dire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment ça pourrait se mesurer? C'est vraiment des questions qui sont un peu bateau, je dirais. Voilà, une deuxième question plus haut. Juste là, ouais. Bonjour Hubert Reeves. C'est rare quand on peut saluer une idole, hein, donc voilà. À gauche. Voilà, vous avez centré votre deuxième partie de l'exposé pas sur l'astrophysique, vous êtes quand même astrophysicien. Or actuellement, il y a quand même des enjeux sur l'astrophysique, notamment la détection des ondes gravitationnelles et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de, je dirais, la démesure des outils qu'on emploie actuellement pour, vous avez montré une photo du CERN et la détection des ondes gravitationnelles. Je trouve derrière ça, il y a par exemple de l'énergie qui est vraiment, on a besoin beaucoup d'énergie, on a besoin beaucoup de terrain. Est-ce que justement vous ne centrez pas votre exposé sur une urgence un petit peu autre? Est-ce que la science a raison de continuer à faire des études, surtout quand les expériences, je veux dire, prennent vraiment énormément d'énergie, énormément de terrain. Je ne sais pas si vous sentez un peu ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est une question qui se pose. Oui. On pose la question, on dépense 3 milliards pour faire le CERN. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire des hôpitaux? Mais la réponse, ce n'est pas la façon de regarder la chose. Parce que les 3 milliards qui ont été dépensés, où sont-ils? Ils ne sont pas dans l'espace. Ce qui est dans l'espace, c'est un peu de métal. Ils sont dans la poche des ingénieurs qui ont travaillé. C'est-à-dire que ça fait vivre l'économie d'un pays. Quand Kennedy a voulu envoyer des hommes sur la Lune, il a mis les laboratoires en question dans l'État le plus défavorisé, qui est l'Alabama, et il a remonté l'économie. Vous voyez, c'est une erreur de dire qu'on a lancé 3 milliards. On ne l'a pas lancé, on s'en est servi pour faire vivre l'économie et de surcroît, on a fait améliorer la connaissance. Alors, d'une part, il y a l'importance de la connaissance. Ceux qui pensent que la connaissance est importante seront d'accord, mais il y a aussi le fait que les laboratoires de sciences, les projets sont des projets qui sont très importants pour faire marcher l'économie et pour que les gens vivent bien. Donc, au total, c'est tout à fait positif. On peut faire la même chose avec des armes. On peut faire vivre des gens en faisant des armes, mais ça, c'est moins sûr que ça soit recommandable. Je pense que c'est mieux de lancer des fusées vers Jupiter que de faire des bombes atomiques, par exemple. Mais pourtant, les deux profitent à l'économie. Alors, une question peut-être du côté droit là-bas. Oui? Merci. Bonsoir et tout d'abord... tu veux bien approcher ton micro et te mettre debout? Merci. Bonsoir et merci pour cet exposé.
Ça fait plaisir d'entendre des personnes de votre pointure rentrer en résonance avec des pensées qui sont développées chez des plus jeunes. Donc voilà, ça fait plaisir. Évidemment, des plus jeunes qui diraient ce que vous êtes en train de dire. Je ne vous entends pas, je suis désolé. Je dis. Bon, c'est mieux. Je dis que ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant et ça fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un de votre stature développer ce genre d'argument. Il y a beaucoup de choses qui sont développées et forcément, il y a des millions de questions qu'on pourrait vous poser. Je me limiterai à celle-ci. Vous avez dit qu'effectivement, l'être humain a développé son intelligence et que les dernières décennies ont été le spectacle de la mauvaise utilisation de l'intelligence. Évidemment, tout ça, ça rentre dans une ligne de compte politique et une ligne de compte éducative. De votre point de vue, comment pourrait-on mettre en place des structures pour favoriser l'intelligence? Je ne peux pas vous dire. D'une part, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas de connaissance particulière de la politique et des systèmes politiques. Donc je crois qu'effectivement, la question est importante, mais je ne peux pas vous dire, vous donner des informations intéressantes sur ce sujet. J'en ai pas. Une suggestion? Non, non, sinon des banalités, des généralités. Bien sûr, il faut développer la générosité, etc. Mais ça, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. Non, j'ai rien de pratique parce que c'est pas du tout ma branche d'études. Malheureusement. Si vous en avez vous-même, peut-être. Vous savez, très humblement, je travaille un peu dans l'éducation et j'essaye de travailler à la pleine exploitation de l'intelligence, notamment avec les jeunes à haut potentiel et la fameuse invasion des jeunes à haut potentiel dont on parle depuis un petit moment. Différentes explications, l'utilisation de la technologie, le fait qu'on ait à présent l'accès à Internet, aux nouvelles technologies. Mais forcément, il y a d'autres forces qui entrent en ligne de compte pour diminuer le potentiel intellectuel de la population et faire que l'ensemble de la population se tourne vers elle-même, plutôt que vers la nature et vers l'altruisme. C'est un combat qui se mène à plein de niveaux. Alors, avant de donner la parole à Xavier, on a une petite fille qui aimerait intervenir depuis tout à l'heure au deuxième rang, ici tout en bas. Encore deux Merci. questions. Oui, et puis on va arrêter. Bonjour, est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant le Big Ben? Personne ne le sait. Personne ne le sait, ne sait même pas s'il y avait quelque chose avant. Ah. On ne sait pas, on ne sait pas. Point d'interrogation. Voilà, dernière question, Xavier, tout en haut. 2. Ok. Oui, bonsoir. Merci tout d'abord pour cet exposé. Alors, en fait, il me vient une remarque aussi sous forme de question par rapport à ce que vous disiez, et c'est-à-dire que lorsque la bonne fée, d'un coup de baguette magique, nous a donné l'intelligence, elle nous a donné en fait, finalement, quelque part une malédiction. La question qui me vient, c'est est-ce que finalement notre espèce, en fait, ne fait pas en réalité comme toutes les autres espèces? C'est-à-dire, on exploite au maximum les ressources auxquelles on a accès, on se reproduit de manière à occuper le terrain dans les plus grandes largesses, et en fait, l'intelligence nous permet de nous affranchir de toute une série de limites qui normalement limitent les populations des autres espèces, limitent leur exploitation du milieu. Mais lorsque ces limites ne sont pas là, tout simplement, elles vont faire exactement la même chose. Je vais prendre l'analogie, on prend un chien dans une maison, le jour où il a accès à son paquet de croquettes, il va le vider, quitte à se rendre malade. Donc, quelque part, est-ce que le problème, c'est pas un problème de devoir changer, finalement, au moins parce qu'on a conscience du problème, notre propre nature qui est celle de toutes les autres espèces vivantes, en fait? Alors, je dirais, le procès que l'on fait, c'est le procès de la culture occidentale. Ce n'est pas le procès de toute l'humanité. Nous connaissons beaucoup d'ethnies, que ce soit les Indiens d'Amérique ou en Amazonie, qui vivaient avec des modes renouvelables et intégrés. C'est la civilisation occidentale qui est la plus puissante sur la planète et qui
produit ce qu'on appelle les tristes tropiques. Les tristes tropiques, eh bien, si vous allez dans l'Amazonie, vous allez voir des indigènes qui boivent toute la journée, qui regardent la télévision, parce que l'influence occidentale les a, comme on dit, acculturés. Il y a eu beaucoup d'ethnies, de civilisations qui vivaient en harmonie avec la nature. Les Esquimaux, on en compte beaucoup. Et la civilisation occidentale est celle que nous avons dans le collimateur, justement, parce que c'est celle qui est destructrice. Ce n'est pas toute l'humanité. Il y a eu à de nombreuses périodes des civilisations, des ethnies, des groupes humains qui vivaient d'une façon raisonnable. Je ne crois pas que ce soit un procès qu'on puisse faire à toute l'humanité. On peut la faire à la civilisation occidentale. Et pourquoi à elle? Eh bien, parce qu'elle a atteint une puissance fantastique. Mais ces civilisations, moi je me souviens au Canada d'avoir rencontré des tribus indiennes qui vivaient de façon très modérée, qui mesuraient leur chasse, qui préservaient la nature, qui avaient un comportement très écologique. On n'a pas inventé, nous, l'écologie. Beaucoup d'ethnies l'ont inventé avant nous et ont vécu avec. Mais le problème, c'est que notre civilisation est en train de les dénaturer, de leur faire perdre leur culture, et donc ils ne vivent plus. Enfin, ils deviennent des assistés sociaux. J'ai vu aussi au Groenland. Au Groenland, c'est dramatique. Vous arrivez dans des villages groenlandais, vous voyez des hommes qui sont assis, qui regardent la télévision, qui sont gros comme ça et qui boivent leur bière. C'est vraiment déplorable de voir ça. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il y a des humains, il y a des civilisations qui se sont comportées d'une façon tout à fait écologique et qui ont pu durer jusqu'à ce qu'elles soient anéanties, évidemment, par notre civilisation. C'est pour ça que Lévi-Strauss parlait des tristes tropiques. C'est notre influence sur ces populations qui vivaient des vies tout à fait humaines et convenables. La toute dernière question de la soirée, ici. On t'écoute. Bonsoir, merci beaucoup pour l'exposé, brillant. Tu peux approcher ton micro? Allô? Oui. Allô? Oui, ça va. Donc pour revenir aux solutions pragmatiques comme celles que vous proposiez, de laisser à la nature abandonner un petit coin pour qu'elle se développe, nous, à notre niveau, puisqu'on est quand même installé dans un système de consommation à outrance d'ailleurs, mais bon, on peut, à notre échelle, diminuer par exemple la quantité de déchets qu'on produit, ce qui n'est pas nécessairement difficile à faire. Enfin, je vis en couple et on jette une poubelle toutes les 2 semaines. Regardez à ce qu'on achète au niveau des aliments. Aussi, on sait les ravages qu'on fait sur l'île de Bornéo et les populations d'orang-outans qui sont totalement décimées, qui elles aussi par ailleurs ont l'air d'avoir beaucoup d'empathie, comme l'intelligence humaine d'ailleurs. Nous devrions, à notre niveau, être éduqués à consommer, à regarder ce qu'on consomme et choisir préférentiellement des produits qui ne sont pas ravageurs pour la planète. Donc éliminer l'huile de palme, typiquement. Et j'ai une deuxième question parallèlement à ça, c'est peut-être cultiver l'illégalité, c'est-à-dire cultiver des graines qui ne sont pas homologuées, enlever les EV1 de nos champs et participer à des associations qui se passent beaucoup en France. Je vois aussi comme l'association des colibris et d'autres associations qui essayent de recréer des champs de vieilles graines qu'on a perdues au profit de grands noms qu'on ne va pas citer ici. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des questions concrètes. La solution, elle n'est pas théorique, elle est dans des gestes, effectivement. Merci de votre... Voilà. Avant de remercier Hubert Reeves, donc je vous rappelle, pour ceux qui le désirent, pas tous évidemment, il y a la possibilité d'avoir quelques dédicaces, ça va se passer sur scène. Et pour ceux qui voudraient repartir avec un bouquin, donc il y a le libraire Leto qui est à l'extérieur. Donc merci infiniment Hubert pour cette fantastique soirée. Merci beaucoup.
Ah oui. Attends. Donc, pour les dédicaces, pour éviter que ce soit trop l'anarchie, l'entrée se fait par la gauche, la sortie se fait par la droite, d'accord? Et passez un bon moment. Et on attend qu'il soit prêt, ouais. Et on attend son tour.